Je me suis rencontrée entre deux siècles, comme au confluent de deux fleuves. J'ai plongé dans leurs eaux troublées, m'éloignant à regret du vieux rivage où je suis née, nageant avec espérance vers une rive inconnue. Chateaubriand, Mémoire d'outre-tombe. « 2000 ans d'histoire ». Il est né sous Louis XV et fut le témoin des débuts de la Révolution. Il admirait Bonaparte mais détestait Napoléon. Il fut ministre de Louis XVIII mais adversaire de la monarchie de Juillet. Chateaubriand a vécu sous 10 régimes politiques différents et s'est opposé à chacun d'entre eux avant de mourir à 80 ans, quelques semaines après la proclamation de la Deuxième République. Il a si profondément marqué la littérature de son temps qu'en 1816, on le sait, le jeune Victor Hugo ne rêvait que de lui ressembler. « Je serai Chateaubriand ou rien », écrivait-il à 14 ans, et lorsque 15 ans plus tard, le 25 février 1830, à la Comédie Française, la bataille d'Hernani rassembla toute la jeune garde de la littérature romantique, Victor Hugo n'attendait encore qu'une chose avant de faire lever le rideau, la présence de celui qu'il considérait comme son maître. Mes amis! Mes amis! M'en parle! Je vous rappelle que nous sommes ici en ce 25 février 1830 pour anéantir les débris gangrénés de l'ancien monde. Bravo! Quelle est la loge de Chateaubriand? Toujours la même, la numéro 2, juste en face. Il va venir? En tout cas, nous aurons une belle salle. Nodier, là. Bien grand. Mais lui, est-ce qu'il viendra? Ah, le voilà. Chateaubriand? Oui. Bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Je crois que nous pouvons lever. Alors nous levons. Allons-y. Marc Fumaroli, bonjour. Vous venez d'écrire aux éditions de Fallois un beau livre sur Chateaubriand, un Chateaubriand qu'on lit aujourd'hui et que l'on connaît aujourd'hui beaucoup moins sans doute que Victor Hugo. Alors qu'au XIXe siècle, on vient de l'entendre, il a profondément marqué toute une génération et même plusieurs générations d'écrivains. Pour eux, c'était une icône. Vous écrivez même qu'il fut le génie mère des poètes maudits. Oui, là, j'extrapole un tout petit peu. Effectivement, toute la génération poétique de 1820, 1820, c'est la date des méditations de Lamartine, avec Hugo, avec Vigny, même avec Musset, doivent tout à Chateaubriand. Ils sont véritablement ses enfants. Mais je vais plus loin et je prétends que l'auteur des Mémoires d'outre-tombe, c'est-à-dire de ce chef-d'œuvre qui n'a pas été publié du vivant de l'auteur, mais qui a été publié en 1849, a été déterminant pour l'éclosion d'une nouvelle génération de poètes, celle qui va dominer en quelque sorte la littérature française de la fin du XIXe siècle. Je pense à Baudelaire, naturellement, d'abord, mais aussi à tous les fils de Baudelaire, jusqu'à Verlaine, et je pense à un grand poète en prose, qui est Proust. Alors Marc Fumaroli, contrairement à Hugo et contrairement à beaucoup des écrivains dont vous venez de parler, Chateaubriand a mis du temps avant d'écrire. Je crois que sa première œuvre importante, il l'a écrite pratiquement à 30 ans, c'était un essai sur les révolutions. En revanche, il y a eu une très longue maturation pendant une jeunesse qui commence d'ailleurs assez mal, puisque quand il est né en 1768 à Saint-Malo, où il est enterré, et il est né, disait-il, quand il parle de sa mère, il dit « Ma mère m'a infligé la vie ». Ça commence mal. Au fond, toute la mélancolie de Chateaubriand dans cette phrase de ses mémoires, justement, évoquant sa naissance. Oui, Chateaubriand est quelqu'un qui a toujours pris beaucoup son temps. Les Mémoires d'outre-tombe, je prétends, dans ce livre, puisque j'en étudie avant tout la genèse,
qu'il les a commencés en 1803, il les a finis vers 1843. C'est-à-dire que, en fait, elles ont germé, elles sont mûries pendant 40 ans. Quand même beaucoup. Donc, avant d'écrire les Laissés sur les révolutions, qui sont véritables premiers livres, il avait écrit quelques petites poésies, il a mis effectivement 30 ans pour arriver au point de maturité de pouvoir publier un livre entier. Et encore, la terreur, les événements de la Révolution, le voyage en Amérique, tout cela avait été nécessaire pour qu'il arrive au point d'intensité qui lui permettrait d'écrire l'essai sur les révolutions et le publier en 1797. En 30 ans, dont plusieurs événements l'ont marqué, y compris dans sa prime jeunesse. C'est notamment quand il est au château de Combourg, avec des parents un peu absents, qui s'occupent pas beaucoup de lui. Il a eu une jeunesse un peu chaotique. Et puis il est à Combourg et il dit, c'est à Combourg, au château paternel, c'est à Combourg que je suis devenu ce que je suis, que j'ai commencé à sentir la première atteinte de cet ennui, que j'ai traîné toute ma vie, de cette tristesse qui a fait à la fois mon tournant et ma félicité. C'était le château de Combourg. Et justement, je propose d'écouter justement les souvenirs de Combourg racontés aussi dans les mémoires d'Outre-Tombe, un extrait lu par Pierre Freinet dans les années 1940. Je touchais à ma 15e année. J'étais agité d'un désir de bonheur que je ne pouvais ni régler, ni comprendre. J'étais niché dans une espèce de cellule isolée au haut d'une tourelle. La nuit, je n'apercevais qu'un petit morceau de ciel et quelques étoiles. À peine retiré dans ma chambre, ouvrant ma fenêtre, je commençais une incantation. Les vents de la nuit dans ma tour déshabitée ne servaient que de jouets à mes caprices et d'ailes à mes songes. J'évoquais par la puissance de mes vagues désirs un fantôme qui ne me quitta plus. Je me composais une femme de toutes les femmes que j'avais vues. Elle variait au gré de ma folie. Thalie au masque riant, Diane vêtue d'azur et de rosée, Aphrodite sans voile. Cette charmeresse me suivait partout. Nous allions réveiller l'aurore. Je devenais le nuage, le vent, le bruit. Alors des femmes, Marc Fumaroli, Chateaubriand en a connu beaucoup, depuis sa sœur Lucile jusqu'à Madame Récamier, à la fin de sa vie, sans compter son épouse légitime qui va un peu négliger pendant toute sa vie. Et c'est amusant parce que la musique, sur laquelle le texte de Pierre Freinet, lu par Pierre Freinet, nous est transmis, est une musique très hollywoodienne. Oui. On a vraiment l'impression que les mémoires d'Outre-Tombe sont une sorte de scénario pour un autant n'emporte le vent hollywoodien. En fait, c'est très différent, me semble-t-il, bien que Chateaubriand soit capable de tout et qu'il puisse plaire même autant qu'à Margaret Mitchell. Mais malgré tout, on assiste là, et Chateaubriand l'a bien voulu rétrospectivement, à l'origine d'une vocation de grand poète qui va à la fois vivre une époque dramatique, décisive pour l'avenir, et en même temps qui va pouvoir tenter de faire de la poésie un des éléments de ce siècle. Vous comprenez ? Et alors je crois que là, il nous fait sentir comment il a une jeunesse qui est exceptionnel. Il est élevé dans un château féodal, ce qui est vraiment devenu très rare à la fin du XVIIIe siècle. Il est élevé par des parents qui sont effectivement des aristocrates d'un ancien monde et qui ne s'occupent pas de lui, alors que déjà Rousseau a appris aux mères de famille, même aristocrates, de s'occuper de leurs enfants. Rousseau, qu'admirait beaucoup Chateaubriand. Et Rousseau lui-même a donné ce conseil. Donc, c'est une jeunesse exceptionnelle, c'est une jeunesse à part, et cela lui a donné, en quelque sorte, le degré de sensibilité presque maladive qui va lui permettre de ressentir les événements de son siècle d'une manière exceptionnelle, et même d'en être l'interprète le plus autorisé, si j'ose dire, en tout cas le plus intime. Et parmi ces événements, bien sûr, Marc Fumaroli, vous mentionnez surtout la Révolution, la Terreur. Votre livre, d'ailleurs, s'appelle Chateaubriand, Poésie et Terreur. La Révolution dont il est le témoin dès le premier jour. Il est le 14 juillet 1789. Il assiste à la chute de la Bastille. Il assiste à la chute de la Bastille et il voit effectivement les deux têtes du gouverneur de la Bastille et d'un autre haut fonctionnaire porté sur une pique, et dès ce moment-là, lui qui est plutôt très libéral et favorable aux réformes
voyant du sang, considère que il ne pourra pas supporter les événements qui vont s'aggraver sans cesse. Et il part en Amérique, et à mon avis, ce départ en Amérique est un mouvement qui est très profond pour comprendre. C'est un mouvement de grands poètes. C'est pas un mouvement d'explorateurs ou d'émigrants. Il ne va pas en Amérique faire fortune. Il va en Amérique pour échapper à la tragédie de l'histoire. Il sent que l'histoire de France est en train de devenir une tragédie et il veut y échapper. Parce qu'en Amérique, c'est l'espace infini, c'est les temps préhistoriques, c'est la sauvagerie préhistorique. Et là, peut-être, il va pouvoir échapper à l'histoire. Et malheureusement, pendant son séjour en Amérique, l'histoire lui fait de nouveaux signes. Il lit sur un journal la fuite du roi à Varennes. Il se sent de nouveau un gentilhomme d'Ancien Régime qui a des devoirs envers son roi. Il rentre, et là, il va être pris, effectivement, dans le terrible mécanisme de la Révolution. 1791-92, la terreur, justement. Il fera partie de l'armée des émigrés qui va reculer devant Valmy, et il va être quasiment une sorte d'exilé quasiment mourant pendant plusieurs années à Londres. Et parce qu'il est blessé à Thionville, à la cuisse, assez gravement. Il est gravement Ouais. malade, il se traîne à quatre pattes pratiquement pour regagner à travers les Ardennes, Bruxelles, puis Anvers. Et donc, là, il touche là au fin fond de la misère. À Londres, hein, parce qu'il passe 7 ans en exil à Londres, en Angleterre. Et c'est aussi, pour point de vue linguistique, un cas exceptionnel, parce qu'il aura presque perdu la langue française pendant 7 ans, où il a vécu quasiment en anglais. Et il va être très pauvre, il va donner des cours de français, puis alors il se met à écrire justement son premier texte important, vous le remarquiez, Marc Fumaroli, un essai sur les révolutions, où il exprime déjà donc des idées politiques qu'il va développer plus tard dans ses Mémoires d'outre-tombe, la revue de texte Stéphanie Duncan. Oui, alors au début, comme vous le disiez, Marc Fumaroli, Chateaubriand est plutôt favorable à la Révolution, mais les violences auxquelles il assiste, donc après la prise de la Bastille, le 22 juillet 1789, l'exécution du ministre des Finances Foulon et de son gendre Berthier, le font changer d'avis. Un récit donc tiré des Mémoires d'outre-tombe. Un groupe de déguenillés arrive par un des bouts de la rue, dit-il. Nous distinguâmes 2 têtes échevelées et défigurées qu'ils portaient au bout d'une pique. C'étaient les têtes de messieurs Foulon et Berthier. Les assassins s'arrêtèrent devant moi, me tendirent les piques en chantant, en faisant des gambades, en sautant pour approcher de mon visage les pâles effigies. « Brigands » m'écriai-je, « est-ce que c'est comme cela que vous entendez la liberté ?» Et ce n'est qu'un début, quand il rentre d'Amérique en 1792, il découvre Paris en proie à la terreur. C'était, dit-il, un peuple marchant ivre à ses destins, au travers des abîmes, par des voies égarées. On sentait l'approche d'une jeune tyrannie plébéienne, car le peuple souverain étant partout, quand il devient tyran, le tyran est partout. Alors Chateaubriand, c'est assez amusant, je trouve, comme détail. Il est même frappé par l'austérité nouvelle des vêtements, qui sont plus souvent noirs qu'avant. Alors fini la soie et les perruques poudrées. La variété des costumes avait cessé, dit-il. Le vieux monde s'effaçait, on avait endossé la casaque uniforme du monde nouveau, casaque qui n'était alors que le dernier vêtement des condamnés à venir. Un Chateaubriand ne peut pas non plus pardonner la grande terreur jacobine de 1793-1794, des forfaits, dit-il, que tous ceux de l'histoire mis ensemble pourraient à peine égaler. Alors pourtant, c'est étonnant, Chateaubriand n'est pas un nostalgique de l'Ancien Régime. Il évoque par exemple son peu de goût pour la monarchie absolue. Il ne redit pas ses origines. « Je suis né gentilhomme », dit-il, mais il est aussi un homme de son temps. Je me suis rencontré entre 2 siècles, comme au confluent de 2 fleuves. J'ai plongé dans leurs eaux troublées, m'éloignant à regret du vieux rivage où je suis né, nageant avec espérance vers une rive inconnue. Alors plus tard, en 1814, quand arrivera l'heure de la Restauration, Chateaubriand, favorable à une monarchie libérale, s'opposera à toute idée de retour à l'Ancien Régime. Il ne s'agit point de savoir, dit-il, si l'ancien gouvernement, fondé sur la religion, éprouvé par les siècles, n'était pas plus en harmonie avec le génie de la nation. Il n'est pas non plus question, dit-il, d'examiner encore si ce qu'on appelle progrès des Lumières est un progrès réel ou bien au contraire un retour à la barbarie. Non, affirme Chateaubriand avec pragmatisme, il faut dans la vie partir du point où l'on est arrivé. Un fait est un fait. Un
commentaire, Marc Fumaroli, sur ces textes sélectionnés par Stéphanie. Il y a toute l'ambiguïté de Chateaubriand. Il n'aime pas la Révolution, mais en même temps, il est plutôt libéral. Il est monarchiste, mais il n'est pas du tout conservateur. Je crois que le terme ambiguïté est un peu sévère. En fait, c'est quelqu'un qui a eu le sens très aigu de ce qu'on pourrait appeler la complexité du réel, si vous voulez. Ça n'est jamais un idéologue, ça n'est jamais un homme à système, ça n'est jamais quelqu'un qui croit que l'on peut trancher dans une situation historique avec une formule ou avec un slogan. Il sait que l'Ancien Régime est mort, mais en même temps, il sait que il y avait dans cette ancienne France des éléments extrêmement précieux et qu'il serait bon de faire revivre dans la nouvelle, qui a, elle aussi, d'immenses vertus, puisqu'elle donne l'égalité à tous, puisqu'elle supprime des privilèges absurdes, mais qui aussi est tentée, justement, par un nouveau genre de tyrannie, qui est le politiquement correct. Donc, il souhaiterait, si vous voulez, que la France, avec ses étapes successives, ses âges successifs, soit un pays qui échappe à l'unilatéralisme, si j'ose dire, et qui croit que le dernier état de la situation est le plus parfait, le meilleur. Donc, il était un homme de synthèse. Alors, étant un homme de synthèse, il est aussi un homme qui a des sympathies multiples, à peu près dans tous les camps. Il finira même par avoir un véritable cercle d'amis républicains sous la monarchie de Juillet, et on peut dire que, à bien des égards, que la Troisième République lui aurait sans doute convenu, comme elle a convenu à Hugo. Mais avant cela, il y a eu un épisode aussi, une longue période pendant laquelle il a vécu en France, puisqu'il est revenu en 1800, la Révolution étant terminée, et il y a Bonaparte, il n'est pas encore empereur, et il éprouve d'abord de la sympathie pour Bonaparte, et en revanche, ensuite, il détestera le personnage. Il écrivait « Cet homme dont j'admire le génie, mais dont j'abhorre le despotisme. » Au fond, il aimait bien Bonaparte, mais pas Napoléon. Oui, au fond, avec beaucoup de gens, même de la famille de Bonaparte, son frère Lucien, sa sœur Élisa, il pensait que Bonaparte était capable de créer une nouvelle dynastie, une 5e dynastie, mais une dynastie qui, justement, renouerait avec la tradition française et qui ne romprait pas totalement avec les habitudes, les mœurs, les manières, qui avaient fait quand même pendant des siècles le succès de la France. Et je pense que ce qu'il a vraiment désespéré, c'était de voir que Napoléon ne voulait pas de cette continuité et qu'il voulait fonder cette nouvelle dynastie, qu'il a essayé de fonder effectivement, sur le sang des Bourbons. Alors là, au lieu des Capétiens, au lieu des Valois, qui au fond prennent la succession de la dynastie précédente, mais sans l'anéantir, Napoléon a voulu créer une dynastie sur la disparition de la tradition dynastique antérieure. Alors là, vous faites allusion, Marc Fumaroli, à un événement important qui explique la rupture. Il arrive en 1800, il est plutôt séduit par le Concordat. Il va même publier son œuvre principale, en tout cas celle qu'il fera connaître, Le génie du christianisme, qui évoque justement la grandeur du christianisme du temps du Moyen-Âge en France. Et qui fait de Napoléon, en fait, de Bonaparte, qui fait le restaurateur de la religion de l'ancien royaume. Et ce livre est publié en 1802. Il va restaurer aussi bien d'autres choses qui ont été abattues trop rapidement par la Révolution. Et puis 2 ans plus tard, donc, Napoléon, devenu Napoléon, au moment où il devient Napoléon, fait assassiner justement un Bourbon, le duc d'Enghien. Là, c'est la rupture, mais pendant plusieurs années, pendant plus de 10 ans, Chateaubriand va continuer à vivre, mis à l'écart par Napoléon, va vivre sous l'Empire sans être véritablement inquiété. Il va simplement partir, il va faire de grands voyages, le voyage à Jérusalem par exemple, mais il ne sera jamais véritablement inquiété par Napoléon, qui n'osait pas, au fond, il était intouchable. Je crois qu'il était devenu intouchable à partir du triomphe littéraire incroyable qu'avait connu le génie du christianisme, et Napoléon, qui était tout de même loin d'être un imbécile, et qui était même un profond lettré, souhaitait ne pas avoir sur les bras toutes les lettrées de la terre. Il avait déjà sur les bras Madame de Staël, qu'il avait poussée
à l'exil, mais il ne pouvait tout de même pas recommencer avec Chateaubriand, qui était, avec Madame de Staël, le plus grand écrivain de l'époque. Et Chateaubriand qui ne met pas sa plume dans sa poche. En 1814, peu de temps avant la première abdication, il écrit un pamphlet très dur, de Bonaparte et des Bourbons, hein, un pamphlet tellement violent contre Napoléon que Louis XVIII, en exil, a dit qu'il valait plus qu'un livre, que ce livre valait plus qu'une armée de 100 000 hommes. Et puis alors, quand Louis XVIII revient, pourtant, en 1814, puis plus tard, après les 100 jours en 1815, eh bien, Chateaubriand peut espérer, bien entendu, des postes importants dans le nouveau régime. Pas du tout. Avant de recevoir Chateaubriand, le roi reçoit d'abord 2 anciens révolutionnaires, Talleyrand et Fouché, alors que Chateaubriand attend dans l'antichambre, et l'entrée des 2 hommes chez le roi, sous les yeux de Chateaubriand, va lui inspirer les lignes les plus célèbres des Mémoires d'Outre-Tombe. Tout à coup, une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime. Monsieur de Talleyrand, soutenu par Monsieur Fouché. La vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur. Le féal régicide, à genoux, mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr. L'évêque apostat fut caution du serment. Chateaubriand. Mémoire d'Outre-Tombe. Le 7 juillet 1815, vers 11h du soir. Magnifique, hein, ce texte de Chateaubriand très connu, lu par Brasseur, Marc Fumaroli. Et pourtant, Chateaubriand sera ministre de Louis XVIII, mais il va trouver le moyen de se brouiller avec Louis XVIII aussi. Je crois qu'il y a un texte de lui qui est absolument essentiel, qu'il a publié, qu'il a eu le courage extraordinaire de publier en 1809, en 1807 même, en 1807, à son retour d'Orient, dans un article d'un journal de Paris, alors que Napoléon était empereur. Et il parle du silence de l'abjection qui règne sur la France, et il dit Néron règne, mais Tacite est déjà né dans l'Empire. Et au fond, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, il va non seulement être le Tacite de l'Empire, mais il va être aussi le Tacite de la Restauration. Oui, Marc Fumaroli, comment expliquer que cet homme qui était monarchiste, même s'il critiquait la monarchie, s'est trouvé un opposant à Louis XVIII. Plus tard, il détestera Charles X. Alors la Révolution de 1830 intervient. Disons qu'il trouve ça plutôt pas mal, mais il n'est pas favorable à la monarchie de Juillet. On a l'impression que c'est un éternel opposant, quel que soit le régime, et il en a vécu beaucoup, qui passe. Mais écoutez, c'est assez naturel. En fait, il est fondamentalement un poète, un homme d'ailleurs. Et s'il avait voulu fuir en Amérique, c'est parce qu'il se sentait fait pour un ailleurs. La révolution ne lui convenait pas, même si certains aspects de la révolution lui paraissaient souhaitables. De même, avec l'Empire, il sera évidemment ailleurs, il vivra littéralement comme un exilé de l'intérieur. Sous la Restauration, dont il aurait voulu faire un régime de synthèse, on ne l'a pas laissé le faire. Donc, il se sent lui aussi, là aussi étranger, ce qui fait qu'il écrit les Mémoires d'Outre-Tombe. Ça n'est pas pour rien. L'Outre-Tombe, cela veut dire qu'il est définitivement ailleurs. Il est dans un autre monde, mais ce monde, qui n'est pas de celui-ci, lui permet de voir avec une lucidité, une cruauté, une ironie, une férocité, mais en même temps un désespoir profond, comment les hommes vivent, ce qu'est véritablement l'histoire, ce qu'est véritablement la politique. Et au fond, lorsqu'on lit les Mémoires d'Outre-Tombe, il y a quelque chose de déchirant, parce que c'est à la fois passionnant et désespérant. Parce que c'est un peu comme toutes nos actualités, si j'ose dire. C'est un peu une ambition politique ratée, Chateaubriand, un peu comme Lamartine, et pourtant, ce qu'on retient de lui, c'est surtout l'idée de Chateaubriand, c'est que toute ambition politique ne peut être que ratée. Il n'y en a pas de... Regardez Napoléon. Quel échec terrifiant. Regardez Charles X, regardez Louis-Philippe. En fait, il n'y a pas de... Et c'est ça la force du poète, c'est qu'il est capable de dire ce qu'aucun homme politique, naturellement, ne reconnaîtra jamais, que même l'homme politique qui, dans l'instant, semble triompher, aura un jour l'amertume de constater
qu'il n'a rien laissé derrière lui. Eh bien, Chateaubriand est dans la position, surtout le grand écrivain des Mémoires d'Outre-Tombe, le grand poète même, il est dans la position de savoir cela. Merci Marc Fumaroli. Je rappelle donc que vous venez d'écrire aux éditions de Fallois, donc un livre dont je recommande la lecture, Chateaubriand, Poésie et Terreur. À lire également Chateaubriand, des illusions contre des souvenirs de Jean-Paul Clément, un volume de la collection Découverte chez Gallimard. Enfin, L'écrivain engagé et ses ambivalences de Chateaubriand à Malraux, un livre d'Herbert Lottmann, publié ces jours-ci chez Odile Jacob. Je vous signale aussi qu'une nouvelle édition du célèbre Lagarde et Michard, dans lequel des générations de lycéens ont appris la littérature française, va sortir le 15 octobre. Vous avez pu entendre un extrait de La bataille d'Herdanie, un téléfilm de Jean-Daniel Verreg, ainsi qu'un extrait du film Le Souper d'Édouard Molinaro. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Aurélie Fortin et Olivier Riotor, documentation Virginie Bloch-Léné et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.